Donc tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation de m'avoir invité pour parler un petit peu fabrication devant vous aujourd'hui. J'ai proposé d'aborder des thèmes qui sont effectivement à la mode ou dont on parle beaucoup. Je vais couvrir un large panel de choses, donc j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises. Ça résonne un peu. L'idée du discours est de faire un point sur les évolutions de la fabrication additive, ce qu'on peut y attendre, essayer de tordre le cou à quelques idées reçues, et puis parler d'un autre sujet qui me tient plus à cœur, qui est la fabrication durable, parce qu'elle s'inscrit, à mon sens, plus dans l'histoire que la fabrication additive. Voilà. Alors attendez, bougez pas, si je commence à raconter ma vie. Voilà. Donc, pour débuter mon exposé, je vais me référer à un article qui est paru en 2016, qui s'appelle New Trend of Recent Manufacturing Concept. En fait, c'est un article qui a compté le nombre de publications ces dernières années dans les différents sujets concernant la fabrication. Et on s'aperçoit très rapidement que deux thèmes sont mis en valeur. Le premier thème, c'est effectivement la fabrication additive, ici, qui a explosé depuis les années 2009-2010 en termes de publications scientifiques. Et un deuxième thème qui commence à monter aussi fortement, c'est le Sustainable Manufacturing. Sustainable voulant dire durable, la fabrication durable. Donc on s'aperçoit que ces thèmes-là sont effectivement à la mode dans les publications. Il faut savoir que depuis 2013, il y a plus de 43 000 publications sur la fabrication additive qui sont sorties. Je les ai toutes lues, à peu près. Et donc on est enterré par une masse d'informations. Donc je vais commencer par la fabrication additive. Mon objectif est quand même assez général, histoire de plutôt pas trop vous ennuyer en ce début de matinée, faire quelques focus sur des points clés. La fabrication additive, les premiers travaux de fabrication additive remontent au 19e siècle, quand on a inventé la stéréolithographie, quand on a commencé à polymériser, de manière à faire des pièces en dur. Ces dernières années, il y a eu deux évolutions majeures, deux phénomènes majeurs qui ont donné de l'ampleur à cette technologie-là. Le premier, ce sont certains brevets qui sont tombés dans le domaine public dans les années 2008-2010. Donc ça a permis de démocratiser les moyens et en particulier de donner naissance à toutes les petites machines de fabrication additive que vous pouvez trouver sur Amazon, Boulanger, etc., qui équipent nos Fab Labs. Et le deuxième coup d'accélérateur, ce sont quelques discours politiques dans les années 2013-2015, et les États occidentaux considérant que cette technologie-là était un facteur de performance industrielle et de croissance, comparativement aux pays en voie de développement, et que donc il fallait investir énormément. Depuis, beaucoup d'investissements ont eu lieu, l'État investit, les régions investissent énormément, il y a une petite concurrence entre les régions, et donc on arrive un peu à une course à l'échalote sur le sujet. Alors, rapidement, quelques transparents pour présenter le procédé pour ceux qui ne le connaissent pas. La règle principale, on part d'un modèle 3D, ça c'est la base, et on va couper ce modèle 3D en couches très fines, qu'on va empiler, et on va fabriquer chacune des couches. Et donc, contrairement à des technologies d'usinage où on va enlever la matière à partir d'un brut, cette fois-ci, on va monter la pièce couche par couche. Ça, c'est la première idée. À partir de là, vous avez une grande famille de machines, de moyens, de procédés, qui sont utilisés en fabrication additive, suivant le matériau que vous utilisez. Matériau métallique ou matériau polymère, suivant le type de matériau que vous utilisez, poudre ou fil, qu'on peut mélanger, métallique ou polymère. Et puis, la deuxième caractérisation, différenciation, concerne la source d'énergie, puisqu'on va transformer une matière en une autre, on va agglomérer de la matière, donc on va apporter de l'énergie. Cette énergie, on peut l'apporter par des lasers, on peut l'apporter par des électrons, etc., des torches à plasma, etc., etc. Donc, suivant l'énergie que vous apportez, suivant le type de matériau que vous avez une classe de technologie qui est mise en œuvre. Donc ici, vous avez un ensemble de technologies qui sont proposées, et puis il y a une norme qui les référence tous, qui permet d'avoir des informations. Alors les élèves qui ont travaillé là-dessus, ils ont classé aussi les technologies qu'on peut avoir à la maison, les technologies qui sont purement industrielles. Je vais me focaliser sur la fabrication additive métallique parce que je suis dans une idée plutôt d'industrialisation, de fabriquer des produits industriels en grande série pour l'équipement, la maison, etc., etc. En fabrication additive métallique, on a trois procédés qui ont émergé, qui sont structurants. Le premier procédé, qui est le procédé, je dirais, tête de gondole,
c'est le procédé SLM que vous avez ici. L'idée générale est la suivante, on va mettre des couches de poudre très fines, et on va venir avec un laser ou un faisceau d'électrons agglomérer les grains de poudre jusqu'à ce qu'on obtienne une zone compacte qui se tienne. Donc ici, vous avez la préparation de la couche de poudre, vous avez un rouleau ou un racleur qui va venir étaler la couche de poudre, et vous avez un système optoélectronique qui va permettre de conduire un laser, de piloter un laser et de couvrir la zone. Voilà. Généralement, le volume de travail est de l'ordre de 350 mm3, donc ce sont des pièces de taille moyenne. Une autre technologie ici, cette fois-ci on va prendre de la poudre qu'on va projeter à travers le faisceau ici, en même temps qu'on a un laser, et donc on va venir agglomérer la poudre projetée sur un substrat pour monter une pièce. Là on va avoir des pièces beaucoup plus grandes, on va faire des pièces essentiellement creuses, des ailettes, des tubulures. On est sur des technologies de machine-outil, on a remplacé la broche par cette tête. On a une troisième technologie qui marche aussi très bien, qui est très à la mode, c'est le procédé VAM. On va avoir une torche à plasma ou une torche, et on va avoir un fil métallique et non plus une poudre qui va dérouler ici dans la torche, et on va monter la pièce tout doucement en déroulant le fil. Donc ça correspond globalement à du soudage. L'avantage, c'est que c'est une technologie qui est extrêmement peu chère, puisqu'il suffit d'avoir un robot et puis une torche. On a des technologies qui vont de l'ordre de 100 à 200 000 euros à un peu plus. Quelles sont les pièces que l'on peut fabriquer? Alors ici, vous avez quelques exemples. Alors si vous allez sur Internet, vous en trouvez plein, donc je ne vais pas trop me détailler. Exemple caractéristique des pièces faites en SLM. Ici, vous avez une prothèse. On va utiliser, ce qu'on verra tout à l'heure, la capacité à gérer la matière, à faire des porosités pour avoir une meilleure migration de l'os sur la prothèse. Et puis là, on a une autre pièce fabriquée dont on parlera tout à l'heure. Ici, c'est une pièce qui est fabriquée en projection de poudre. Alors bon, c'est une pièce de démonstration. Elle montre bien le type de pièces qu'on peut faire. Des pièces qui sont peu épaisses, creuses, de grande dimension, qu'on va caractériser en 5 axes, puisqu'on va monter de manière en orientant tout le long du profil, en orientant la tête. Donc on a quelque chose d'un peu plus complexe. Enfin, le procédé par dépôt de fil. Ici, vous avez une hélice de bateau. Je pense qu'elle a peut-être été montrée hier, je ne sais pas. Une hélice de bateau qui a été faite à l'école centrale de Nantes par l'équipe de Jean-Yves Asquette avec Naval Group. Et donc on a monté la pièce petit à petit en déposant du fil. On voit chaque stract. On voit tout de suite que la qualité géométrique de cette pièce n'est pas du tout celle-là. Et qu'on va avoir des procédés de fabrication additive qui n'ont pas les mêmes objectifs. Même remarque. Alors cette technologie de dépôt de fil, elle est très attendue dans l'aéronautique. Vous savez que dans l'aéronautique, on en parlera un peu à la fin, on usine énormément de matière, on enlève beaucoup de copeaux, et donc par conséquent, tout le monde se dit, au lieu de passer son temps à usiner, pourquoi pas monter directement les murs. Donc c'est un exemple qui est fait ici par Cranfield en Angleterre. Vous avez un dépôt de fil. On voit bien les couches du dépôt de fil, on voit les formes, et on voit aussi les défauts qu'on peut voir apparaître. Donc voilà, rapidement introduit la fabrication additive. On place un petit peu les images, les problèmes. Maintenant, on va commencer à caractériser les problèmes. Et on va traiter les problématiques suivant 4 aspects. Le procédé, la conception des pièces, l'industrialisation et des problématiques d'hygiène et sécurité. Donc, pour expliquer le procédé, j'ai mis quelques vidéos. Vous avez ici, sur la droite, l'exemple pour ceux qui n'avaient pas compris, ou des difficultés à voir, l'exemple de construction de la pièce, un autre exemple ici. Alors, la particularité, c'est qu'on va construire la pièce grain par grain, si je peux me permettre. On va agglomérer de point en point la pièce. Ça va à l'encontre de tous les autres procédés, qui sont plutôt des procédés d'homogénéisation. Même la fonderie, lorsque vous coulez le métal, vous avez un métal homogène qui coule, qui remplit une empreinte. Là, cette fois-ci, on va travailler localement. Ça va poser des gros problèmes, parce qu'on va avoir du mal à garantir la cohésion, la cohérence de la matière partout dans l'espace de la pièce. Deuxième problème, donc ici par exemple, vous allez avoir des porosités qui vont apparaître. Votre pièce, elle ne sera pas compacte. À quoi sont dues ces porosités? Au fait qu'à un instant donné, le laser n'a pas réussi à agglomérer suffisamment le grain de poudre. Et donc, au nettoyage, la poudre va s'en aller, ou elle va disparaître, ou elle va fumer, elle va brûler, et à ce moment-là, vous aurez un petit trou qui va apparaître. Autre caractéristique, on apporte énormément d'énergie localement, dans une zone qui est très petite, et donc on va avoir un traitement thermique très très violent de la pièce, qui va générer un stress au niveau de la pièce, des contraintes résiduelles et des déformations. L'état
microstructural de la matière n'est pas le même suivant le procédé. Donc la société Eramet Aubert & Duval, qui se lance dans la production de poudre, qui est spécialiste des aciers des titanes, a fait des micrographies, et vous voyez la différence que vous avez au niveau de la micrographie entre les différents types de procédés, SLM, EBM et LMD, et un produit forgé. Le client de l'aéronautique a spécifié la microstructure, parce que derrière la microstructure, vous savez bien que vous avez la tenue mécanique, la tenue en fatigue, etc. Un des gros problèmes, ça va être de transférer la connaissance acquise sur les procédés actuels, la forge, le matrissage, etc., vers la fabrication additive pour caractériser et spécifier les microstructures attendues. Autre problème, comment je vérifie que j'ai atteint mes microstructures? Dernier problème, suis-je répétable? Est-ce que si je prends une autre machine de la même marque, vous prenez 2 fraiseuses, vous faites les pièces, vous êtes quasiment à peu près à la même cote. Je suis ancien monde là, je mets ma casquette ancien monde. Je reviens vite de nouveau monde. Vous prenez 2 machines de fabrication additive, vous prenez la même poudre, vous faites une pièce, et bien vous n'avez pas forcément la même qualité métallurgique dans la pièce. Vous prenez la même machine, vous faites 2 fois la même pièce, vous n'avez pas forcément la même qualité métallurgique. Donc là, il y a un vrai problème, notamment dans les industries certifiantes qui veulent vérifier, a priori, la tenue des caractéristiques. Si on s'intéresse au procédé VAM, donc les collègues d'Adimadour ont filmé le processus de dépôt. Donc ici, vous voyez, vous avez, donc là, je suis sûr que je vais être en retard, donc je vais accélérer. Vous avez un dépôt de gouttes qui arrive. Donc le fil coule ici, il est chauffé, et donc des gouttes de métal vont arriver, et on va commencer à remplir, tranquillement. Alors, si je vous montre en caméra thermique ce que ça peut donner, donc à gauche, vous avez quelque chose qui se passe bien, donc vous voyez, la température avance doucement, et à droite, vous avez vu que la goutte ne s'est pas formée. Donc on va avoir un ralenti. Voilà, la goutte reste accrochée à la buse et ne vient pas sur la pièce, et donc vous allez avoir une lacune sur la pièce. Alors que les conditions de travail sont les mêmes. Donc on a des micro-perturbations qui vont nous dégrader complètement le processus. Si on fait une micrographie d'une pièce en VAM, on s'aperçoit qu'il n'y a pas homogénéisation de la matière. Vous voyez le petit trait noir qui est ici, en fait, va séparer, c'est la séparation entre 2 cordons qui ont été déposés. Donc on n'a pas une matière uniforme, compacte, comme on peut l'avoir en forge, en usinage, etc., etc. Ça, vous avez assez de flash dans les yeux? C'était pour réveiller les derniers. Alors, dans la thèse de Vincent Kérard, on a un comparatif en termes de productivité. Et donc vous voyez que la poudre a une grosse lacune, c'est sa productivité qui est très très faible, puisqu'on va avoir des couches de l'ordre de quelques centièmes de millimètre. Donc vous prenez une pièce de 200 mm, vous divisez, vous comprenez le nombre de couches. On a un débit qui est un peu meilleur avec le fil, un déroulement de fil qui est plus rapide, donc on va construire des pièces plus grandes. Quelles sont les caractéristiques qu'on peut avoir au niveau du procédé? Premièrement, c'est la qualité des produits fabriqués. Donc effectivement, le système, est-ce qu'il est capable de réaliser une géométrie telle que spécifiée? Généralement, on a des distorsions liées au procédé. Et puis, on a du retrait qui peut être dû au traitement thermique associé. En termes de tenue de santé matière, on a des porosités. On va avoir des différences dans la dureté. Un matériau, une poudre, vous faites un cube en fabrication additive à partir de poudre, vous tirez dessus, donc une éprouvette, vous tirez dessus, vous prenez le même matériau homogène acheté chez un vendeur de tôle, vous n'aurez pas les mêmes caractéristiques mécaniques. Donc il faut reconstruire toute l'histoire, tout le savoir par rapport à la caractérisation méca de ces matériaux-là. La tenue en fatigue est différente, et vous avez des contraintes résiduelles liées au traitement thermique local, je vais appeler ça comme ça, au refroidissement, à l'échauffement local et au refroidissement local très rapide qu'il y a avec le laser. On travaille sur quelques couches, donc l'espace dans lequel on amène de l'énergie, c'est guère plus que un cube de 5 dixièmes de millimètre. Et là encore, c'est beaucoup, 5 dixièmes de millimètre. On y apporte énormément d'énergie. L'autre problématique que l'on a, c'est la répétabilité, j'en ai parlé. Et puis, systématiquement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a sur la fabrication additive métallique des phases de post-traitement, un traitement thermique obligatoire de relaxation et forcément un usinage, puisque la pièce va se déformer. Donc, sauf cas particulier où effectivement on a la chance d'être dans les qualités attendues, qualité géométrique attendue, vous aurez des opérations d'usinage. Donc on ne peut pas considérer que la fabrication additive
est un procédé isolé, indépendant, qui va tout remplacer. Elle va s'intégrer dans un schéma où vous aurez d'autres procédés qui vont travailler avec elle. La question qui est posée aujourd'hui, la question sur laquelle butent les industriels aujourd'hui, c'est est-ce que je suis capable d'obtenir des pièces de service? C'est-à-dire, j'ai démontré, j'ai la preuve du concept, on voit des pièces partout, tout le monde a sa pièce de fabrication additive sur son bureau. Moi j'ai pris la Joconde. Et la question c'est, est-ce que les pièces, je peux les mettre dans un système mécanique? Est-ce qu'elles vont pouvoir fonctionner? Et puis, est-ce que c'est un procédé parmi d'autres, ou est-ce que c'est un procédé qui apporte autre chose? Ça, c'est la grosse question entre les tenants et les pas tenants de la fabrication additive. Est-ce que je la classe dans les procédés comme la fonderie, la forge, les procédés historiques, et puis à ce moment-là, pourquoi on en fait tout un plat? Ou est-ce que ça va apporter autre chose dans mon produit? Et là, c'est ce sur quoi on va essayer de répondre maintenant. Le deuxième point qui va m'intéresser, c'est la conception. En fait, on s'aperçoit de quelque chose, si on gratte, si on réfléchit un petit peu, et j'ai mis ce transparent-là parce que c'est cet article-là qui m'a fait basculer. J'étais un peu froid par rapport à la fabrication additive. Et en fait, on s'aperçoit que lorsque la fabrication additive va permettre de changer la façon de voir la pièce et de dessiner la pièce. Historiquement, quand vous avez une phase de conception d'une pièce, vous travaillez sur de la géométrie. Vous mettez des surfaces fonctionnelles, vous rappelez votre cours de... Voilà. Et puis surface fonctionnelle, puis après on met des surfaces pour habiller la matière. En fabrication additive, donc ça c'est que de la géométrie. Alors je vais être méchant, je vais dire que c'est un travail de technicien. Dans les bureaux d'études, c'est les dessinateurs, c'est les techs, c'est les licences pro qui dessinent les pièces. Et puis à côté, vous avez l'ingénieur qui va faire le calcul de structure a posteriori pour vérifier la tenue. Là, quand on va dessiner la pièce, on va mélanger les deux, puisqu'on va structurer la matière, on va architecturer la matière, on va rentrer dans la matière. Je dirais que moi, dessinateur, concepteur, j'étais à l'extérieur de la matière. Là, je rentre dans la matière. Je vais créer ce qu'on appelle des lattices, je vous en montrerai d'autres, ou des structures. Je vais relier par la matière là où je veux, je vais relier mes surfaces. Alors, j'ai une contrainte, c'est que comme la fabrication additive est assez lente, je vais essayer de minimiser la matière. Et puis après, ça va devenir un avantage ou une qualité, c'est que je vais construire mon flux de matière là où je veux pour transmettre mes efforts. Donc tout d'un coup, je pense ma pièce comme un mécanicien et non plus comme un géomètre, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça remet en cause tout mon process. Alors certains industriels ne savent plus quoi faire. Ils disent, est-ce qu'il faut que je prenne des ingénieurs calcul pour faire du dessin, ce qui va me coûter les yeux de la tête, ou est-ce qu'il faut que je forme mes licences pro au calcul mécanique, ce qui est une hérésie, bien sûr. Et la fabrication additive, elle va apporter ça. Elle va augmenter le pouvoir d'expression de la personne. Elle va permettre de structurer, d'architecturer sa matière. Alors que, techniquement, nous, dessinateurs, on était sur des volumes et des surfaces comptées. Ça va apporter d'autres choses. On va pouvoir s'amuser à marier les matières. On va avoir des canons qui auront plusieurs flux de matière, et donc on pourra avoir des mix, des couplages entre deux matières, pour avoir des caractéristiques mécaniques différentes. Pour construire la matière, une des réponses qui a été donnée, c'est l'optimisation topologique. Donc ça, c'est super sympa. Vous prenez un cube, là, avec un petit maillage, moi j'y connais rien, vous calculez les efforts, vous mettez votre cas de charge, vous voyez les flux d'efforts qui apparaissent, et tout ce qui est en rouge, vous gardez, parce que ça supporte des efforts, et tout ce qui est en bleu, vous enlevez, et puis à la fin, vous avez une super belle pièce. Là, vous êtes content. Alors cette technologie-là, c'est effectivement une réponse de calcul. Et donc il y a des logiciels qui sont dans le commerce, certains parmi vous ont dû avoir du 3D expérience, donc ils pourront s'amuser. Tosca, c'est chez les Dassault, et puis Ansys, vous connaissez tous. Le problème qu'il y a dans cette technologie-là, c'est qu'elle ne tient absolument pas compte du procédé. Or, on va voir que le procédé impose des contraintes géométriques. Et donc, on va avoir une pièce, alors déjà, on va avoir un modèle hybride, des voxels, quelque chose comme ça, qu'il va falloir reconstruire. Donc, alors, vous voyez, dans le schéma traditionnel où on fait le dessin et après on fait le calcul, là, c'est le contraire. On fait le calcul et après on fait le dessin. Donc, ça remet en cause tout le processus de conception de la pièce. Et là, on va avoir à redessiner complètement la pièce. Alors l'avantage, c'est qu'on va gagner du poids. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir une pièce qui sera dédiée au procédé, ce qui est le cas généralement industriellement. Quand on produit des pièces industriellement, on sait quel procédé et la pièce est dessinée pour optimiser le procédé. Alors, Benjamin Vert, dans sa thèse, s'est amusé à redessiner une pièce. Donc, je ne pense pas qu'il soit beaucoup amusé, mais bon, il l'a fait. Donc ça, c'est une pièce classique qu'on retrouve, une ferrure. Et donc, voilà ce que ça donne en l'optimisant en fabrication additive. Voilà. Alors, il avait trois approches. Il a fait une approche à la mano, là, et puis une approche par optimisation topologique. Vous voyez les résultats en gain de masse. Donc ça, c'est fondamental. Par contre, vous voyez les résultats en coût. C'est aussi assez fondamental. Et en temps de fabrication. Voilà.
C'est pas moi, c'est lui qui l'a fait, hein, moi j'y suis pour rien. Là, vous mettez le doigt sur des problèmes dont on va parler tout à l'heure, qui sont des problèmes de performance industrielle. Alors, je parlais de structure lattice, voilà. Donc ça, c'est aussi très à la mode, hein, très vu. On va remplacer des volumes de matière compacts par ces maillages-là. Donc, ça plaît bien aux mécaniciens, parce qu'il a l'impression de voir ces éléments finis. Vous comprenez bien que moi, en tant que fabricant, hein, j'ai mon plan avec mes spécifications géométriques. Quand je travaille avec ça, je suis dans un monde que je ne connais plus. Je ne vais pas mettre une spécification tube par tube. Je ne vais pas imposer. Ce qui est intéressant, ce n'est pas d'avoir le bon diamètre du tube au bon endroit. Ce qui est intéressant, c'est la tenue mécanique globale. Donc il va avoir on est dans un monde où on n'explique plus la pièce comme on l'explique traditionnellement. Ce n'est plus que de la géométrie. En fabrication, 80% du temps, on ne fait que de la géométrie en aval, à part dans les phases de forge ou de fonderie où on va travailler sur le matériau, sa tenue mécanique, etc. Dès que vous passez dans les phases de finition, vous faites la géométrie finale, vous ne faites que de la géométrie. Alors que là, on travaille sur autre chose. Alors, quelques exemples de contraintes géométriques. En fabrication additive, on ne sait pas faire un cercle. Voilà. Sauf si on l'empile verticalement, dans les plans de coupe. À ce moment-là, on saura faire un joli cercle. Mais vous ne savez pas faire un cercle, en SLM, vous ne savez pas faire un cercle à plat. Parce que la matière qui est là, elle va tomber. Alors, soit vous mettez un support, comme ici, que vous savez enlever ou pas enlever, qui va vous faire des opérations supplémentaires, soit vous allez transformer la forme, par exemple en goutte d'eau, de manière à ce qu'elle se auto-construise et auto-tienne tout au long du processus. Ici, pareil, vous allez avoir de l'allègement de matière. Hein. On ne mettra jamais ça, parce que ça va coûter extrêmement cher à fabriquer, alors que techniquement, on est capable de faire ça. Et donc, je vous montrais tout à l'heure des supports qui permettent de tenir la pièce. Plus la pièce est complexe, plus elle est optimisée topologiquement, plus elle est compliquée à monter. Et plus elle est compliquée à finir en usinage, puisque vous allez avoir quelque chose qui est extrêmement fin, qui mécaniquement va tenir, puisque vous avez mis le cas de charge d'usage, mais par contre, à l'usinage, elle va vibrer. Donc, vous reportez en partie les problèmes de tenue mécanique de la pièce aux phases de fabrication. La question qui est posée aujourd'hui, c'est quelle méthodologie de conception? Et un problème clé, hein, ça c'est clair, c'est qu'on ne sait pas qui former, comment les former, quel technicien ingénieur former, comment les former, pour qu'ils apportent ces informations-là dans les entreprises. Les entreprises disent, je vais créer un deuxième bureau d'études avec que des jeunes, approche Silicon Valley, là, et je vais mettre en concurrence mon bureau d'études traditionnel avec mon nouveau bureau d'études pour voir s'ils sont capables d'apporter des réponses en fabrication. Il y a beaucoup d'entreprises qui se cherchent parce qu'il y a une intoxication d'un point de vue marketing, et donc beaucoup d'entreprises voudraient essayer, mais elles ne savent pas comment s'y. Alors, maintenant on va passer à la phase d'industrialisation. Aujourd'hui, pour beaucoup de pièces, on a fait la preuve du concept. Beaucoup d'industriels vont venir, ils ont des pales de sous-marins, etc., etc. Mais par contre, en phase d'industrialisation, il y a un peu moins de monde. Donc, quelles sont les clés, les problèmes? Alors, quelques idées. J'ai commencé par des chiffres. Marché mondial de la fabrication additive, 12 milliards de dollars en 2018. En guise de comparaison, le marché européen de la sous-traitance mécanique, c'est 400 milliards d'euros. D'accord? Donc le marché mondial de l'usinage, c'est environ 1000 milliards. Voilà. Les poudres pour la fabrication additive, 1000 tonnes consommées par an, c'est 1% de la consommation des poudres métalliques dans le monde. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Hein, aujourd'hui, on est loin d'avoir une technologie qui... Voilà. Alors les marchés sur lesquels ça marche bien, ou du moins pour lesquels on sent qu'il va y avoir quelque chose, c'est l'unitaire, le prototypage, ça c'est sûr. Le marché de la réparation. Une des grandes idées, c'est de mettre en place des machines sur des lieux de vie distants. Les plateformes pétrolières, les bateaux, les lieux de guerre, je suis désolé, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'on va produire au plus près. Alors, on avait l'idée, il y a un article où un Américain voulait réparer des pièces de F-16, vous savez, les avions de chasse américains, des pièces de F-16 en fabrication additive, il s'est rendu compte que c'était trop cher. Une des idées, c'est de réparer, mais si on veut réparer des pièces d'avion, il faut les certifier, et là, tout d'un coup, le coût devient trop important. Donc l'idée, ça ne serait pas de réparer à l'identique, mais de réparer pour continuer la mission, ou terminer la mission, ou ramener l'avion, et à ce moment-là, on fait des pièces qui ont moins besoin de certification. Donc ça, c'est une des idées importantes.
L'idée fondamentale, c'est de rapprocher la production du lieu d'usage. Hein. C'est dans un processus, je dirais, de réduction des transports, de réduction de l'impact environnemental. Certains considèrent que c'est pour des pièces complexes, ça c'est sûr, sur des circuits courts, donc assez proches du end user. Et tout le monde considère que la productivité est trop faible. Donc la question aujourd'hui, c'est quelle production série? Est-ce qu'on va avoir des usines importantes qui vont se créer pour faire de la fabrication additive? Et puis le constat aujourd'hui, c'est que le procédé est encore trop lent. Hein. Fabriquer une pièce, ça se compte en dizaines d'heures, et c'est trop cher, il faut compter environ 2 à 5 euros le gramme. Alors, en termes d'industrialisation, ici, vous avez le processus industriel. Il va vous permettre... Alors, je ne sais pas si ça... Non, ça ne va pas marcher, mais c'est pas grave. Il va me permettre de... J'avais pris l'autre ordinateur pour faire des zooms, mais tant pis. Il va me permettre de montrer les points durs qu'on peut avoir. On pourrait avoir l'impression qu'il suffit de mettre de la poudre, on lance le machin, on sort la pièce, l'affaire est finie. Putain, je l'arsène à fond. Ici, vous avez, à gauche, alors vous ne le voyez pas très bien, mais il est là, vous avez tout le processus de retraitement des poudres. Lorsque vous allez imprimer une pièce, vous allez couvrir un bac de 350 au cube de poudre, à un prix défiant toute concurrence, et donc, quand vous allez sortir votre pièce, il va vous rester beaucoup de poudre. Cette poudre-là, vous ne pouvez pas la mettre à la poubelle pour des questions économiques, et donc vous allez la recycler. Encore faut-il que vous ne recycliez que la poudre, dans la nuance qui vous intéresse, et que vous éliminiez toutes les scories qui peuvent rester, les poudres qui ont été brûlées, les poudres qui ont été mal soudées. Et donc il y a tout un processus de nettoyage et de recyclage des poudres, avec une poudre qui va faire plusieurs fois le cycle, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et on va évaluer le vieillissement de la poudre tout au long des cycles. Elle va avoir plus de mal ou moins de mal à s'écouler, à s'étaler, donc à faire des couches homogènes. Elle va avoir plus ou moins de mal à avoir la tenue mécanique que l'on souhaite avoir. Et puis le deuxième, donc là vous avez le processus complet, vous avez l'opération de lasage en elle-même, l'opération de construction. Là on va parler de tous les processus aval qui vont apparaître. Le nettoyage, puisqu'on va être obligé d'éliminer toute la poudre qu'il y a autour de la pièce. Donc vous imaginez un distributeur avec des cavités, il va falloir aller chercher tous les grains de poudre qui sont au fond des cavités. Et puis vous allez avoir une phase de traitement des plateaux. La pièce est montée sur un substrat, elle est soudée sur un substrat qui est un plateau. On va venir découper, rectifier, reprendre le plateau pour avoir la géométrie de départ. Et puis vous avez les phases de traitement thermique et d'usinage. Et donc, alors qu'on pouvait penser que la fabrication additive c'était juste, voilà, hein, j'envoie le fichier, j'appuie sur Start et c'est parti, on s'aperçoit qu'il y a une grosse activité en amont liée aux poudres et une grosse activité en aval liée au traitement de l'environnement de fabrication additive. En termes d'organisation industrielle, la fabrication additive apporte un gros plus. Elle va éliminer toutes les sources d'approvisionnement de matières premières. En termes de matériaux, on va garder les matériaux différents, certes, mais on va éliminer les tailles des ronds ou des plaques. On va avoir qu'une seule source d'approvisionnement. Elle participe vivement à une idée de l'organisation industrielle, du génie industriel, qui est de customiser le produit au plus près du client et de rendre le client acteur de la fabrication de son propre produit. Vous retrouvez ça sur les voitures de Petzouille, non, les voitures un peu haut de gamme, là où vous pouvez choisir la couleur des rétroviseurs, mettre l'Union Jack sur le toit, etc., etc. Alors, le transparent qui est là, extrêmement important, c'est un des transparents, vous le voyez, hein, il est joli, c'est un des transparents les plus importants de cette présentation, et il pourrait refléter ce qui pourrait se produire à l'avenir. Aujourd'hui, la fabrication additive, on la positionne en concurrence entre les procédés. On a un procédé traditionnel, on a une pièce à fabriquer, un procédé traditionnel, et on dit qu'est-ce que ça donne en fabrication additive? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Et on compare. Et généralement, la fabrication additive, elle perd parce qu'elle est plus chère, elle est plus lente, elle est gna-gna, elle est gna-gna, elle est gna-gna. Voilà. Demain, on se dit, on ne va plus travailler sur les pièces, mais on va travailler sur les fonctions. Prenons une pièce, un système qui est fabriqué de 5 pièces, qui est monté, assemblé de 5 pièces. Grâce à la fabrication additive et son pouvoir d'expression, je vais pouvoir les fabriquer en une seule pièce. Et donc, je vais décider, non plus de faire mes 5 pièces traditionnellement, mais une seule pièce, et je vais gagner en organisation industrielle. Je vais avoir plus qu'une seule approvisionnement, etc., etc. Je ne vais plus gagner sur chacune des pièces, mais je vais gagner sur l'ensemble du process. Par contre, je vais perdre parce que si j'ai une panne, eh ben, je ne vais pas changer l'élément qui est en panne, je vais être obligé de changer l'ensemble complet.
Donc là, l'exemple classique, c'est les tubes de pitot sur les avions. Il faut 5 pièces pour fabriquer un tube de pitot. L'idée, c'est de le faire en une seule pièce. Vous changez tout le tube, mais vous avez là, le tube qui sort en une seule fois. Donc là, c'est l'approche de demain. On intègre la fabrication additive parce qu'elle intègre les fonctions. On fait des pièces plus complexes. Par contre, dès qu'on a pris cette option-là, on ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a plus de concurrence entre les procédés, la fabrication additive et le procédé de référence. Et l'étape d'après, donc après-demain, on va ajouter des nouvelles fonctions au produit. C'est-à-dire que la fabrication additive va nous permettre d'apporter au client des fonctions supplémentaires, une performance supplémentaire. Et là, on n'est plus en train de comparer les procédés, mais on est en train de voir si le client il est prêt à payer plus cher un produit qui est mieux performant. Parce qu'on a réussi à répartir la matière, parce que, etc., on a réussi à alléger, etc. Et donc, là, la fabrication additive, elle est obligatoire, parce qu'on n'est plus capable de faire le produit autrement que par ce procédé-là. Donc, on a des industriels qui réfléchissent à 15-20 ans, qui sont déjà dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'ils commencent à investir en fabrication additive aujourd'hui, parce que dans 10 ou 15 ans, ils auront des nouveaux produits qui satisferont mieux leurs clients, ou ils pourront mettre sur le marché des produits ayant des fonctionnalités que les concurrents n'ont pas, grâce à la fabrication additive. Et donc, vous voyez que la fabrication additive, ce n'est pas simplement un procédé qu'on compare. J'ai des collègues qui me disent « Ouais, moi, c'est comme faire de la fonderie, ça me permet d'avoir un brut. » Non, je ne suis pas d'accord. À partir du moment où vous rentrez dans le cœur du truc, il me reste 3 minutes. Bon, ben voilà, merci. Bon, il me reste 3 minutes, donc je crois qu'on va faire que ça aujourd'hui. Demain, je ferai un rattrapage. Et donc, il me reste... on a la capacité de construire de nouveaux produits. Par contre, ce qui est à peu près évident, c'est qu'on ne va pas révolutionner tous les produits. Une cuillère restera une cuillère, même si elle a une fonction supplémentaire. Et donc, techniquement, on peut imaginer que ça restera un procédé niche. Voilà. Je vais focaliser sur un point clé, hygiène et sécurité. Les poudres qu'on utilise sont CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Tu sais ce que ça veut dire, reprotoxique? Voilà. Donc, les tenues... Alors ça pose un énorme problème. Vous prenez un mécanicien lambda qui est usineur, vous dites Marcel, viens ici, toi tu vas en fabrication additive. Ouais, d'accord. Bon, déjà tu poses ton téléphone, donc là déjà il n'est pas d'accord. Deuxièmement, tu mets un masque, tu mets des trucs, toutes les demi-heures tu sors parce qu'il faut aller prendre l'air, parce qu'on crève de chaud là-dedans, etc., etc. Donc on a un problème, on va avoir un problème de formation et d'acceptation du risque dans des populations, sur des populations qui ne sont pas habituées à ça. Autre remarque, lorsque vous faites de la fabrication additive polymère, cette fois-ci, vous développez des composés organiques volatiles, des COV. Donc dans les Fab Labs ou dans la maison, si vous avez acheté une machine, vous ouvrez grand les fenêtres parce que vous êtes en train de sortir des gaz qui sont cancérigènes. Et donc les petites machines d'impression 3D que vous avez achetées, vous les mettez sous des hôtes, le chimiste, vous appelez un chimiste, ça existe encore, mettez sous des hôtes pour aspirer tous les gaz, sinon vous risquez d'avoir des difficultés. Dans l'industrie, le problème est critique. Et donc, on va essayer de séparer le monde en deux. La phase de fabrication additive qui sera quasiment inaccessible à l'humain et les phases de pré-traitement et post-traitement qui seront, cette fois-ci, gérées par l'humain. Et on aura une séparation. L'humain ne doit pas toucher la poudre. Donc ici, vous avez une société qui s'appelle Adobe qui a proposé un système sous forme de conteneur de camion, quasiment. Et là, vous avez une société qui s'appelle Actemium, qui est connue, qui met un petit film en route avec l'ENI de Saint-Étienne, qui met un petit film en route pour montrer comment serait un atelier de fabrication. Alors là, ils en sont à fabriquer que des A. J'espère qu'ils arriveront à faire des B un jour. Techniquement, on peut se poser des questions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tout automatique, eh ben, la machine, vous pouvez la mettre ici ou vous pouvez la mettre ailleurs. Il y a d'autres industriels qui se disent que dans certains pays, les règles d'hygiène et sécurité sont un peu moins contraignantes. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de normes spéciales fabrication additive. Et donc, beaucoup d'industriels naviguent entre différentes normes sur les gaz et sur les poudres. Je conclus. Alors, vous reviendrez l'an prochain en rattrapage pour le développement durable. Donc, aujourd'hui, fabrication additive. La preuve du concept, elle est claire et nette. On a encore des problèmes de métallurgie, on a encore des problèmes de tenue, on a encore des problèmes de certification, mais ça avance. Par contre, en industrialisation, les questions se posent. Et je dirais, on est au creux de la vague. Là. Il y a eu, autant il y a 2 ans, tout le monde était fier de faire de la fabrication additive, autant aujourd'hui, les industriels sont un peu moins... Quand on commence à les taquiner un peu sur leur plan de charge, et sur, etc., on a une thèse qui travaille là-dessus, sur des problématiques de plan de production, et ben, les gens ils sont un peu moins
Alors, c'est un procédé à utiliser seul? La réponse est non. On va vers l'hybridation des procédés, ça c'est clair. Hein. Aujourd'hui, là, depuis 1 ou 2 ans, le gros discours c'est ça, l'hybridation de procédés, on va mélanger les procédés. Il est clair et net que la fabrication additive ne sera pas capable, sauf cas exceptionnel bien sûr, il y a toujours des contre-exemples, de traiter une pièce dans sa tenue géométrique et mécanique. C'est plus qu'un nouveau procédé d'obtention de préforme, puisqu'elle permet de structurer la matière et de construire. Et un des problèmes qu'on a, c'est comment on traite les surfaces fonctionnelles, notamment les surfaces fonctionnelles qui sont soit dans le plan de coupe, qui vont gondoler. Hein, si vous faites un plan dans un des plans de section, vous risquez de gondoler. Et si vous êtes orthogonal, des fois vous avez des défauts aussi. Alors, problème de coût et problème de durabilité. Hein, on ne sait pas si la fabrication additive elle va dans un processus durable, puisqu'on diminue les volumes de matière, ou est-ce que par contre la matière, la poudre est très difficile à fabriquer. Problème d'hygiène et sécurité. Donc, la conclusion, puisqu'il me reste 0,005 secondes, la fabrication additive s'intègre dans le panel des procédés en enrichissant le pouvoir d'expression du concept. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel. Donc, on a une dizaine de minutes pour des questions donc sur la fabrication additive et pas sur la deuxième partie. Je te laisse choisir, il n'y a pas de micro pour les questions, il va falloir porter un peu la voix. Je te laisse choisir à qui tu veux répondre. Alors, moi je réponds à tout le monde, mais par contre je réponds mal. Oui, je vous écoute. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous parlez d'optimisation, nouveau design, etc. Ouais. Quelles sont les performances en fatigue de ces nouvelles pièces conçues? Je sais pas. Je sais pas parce que on est comment dire. Aujourd'hui, on sent qu'on a un espace qui s'ouvre. Mais on n'a pas les études de cas par cas restent confidentielles, donc on n'a pas d'informations dessus. L'optimisation topologique aujourd'hui ça marche bien si vous avez un cas de charge statique classique, mais les gens ils mettent pas de contrainte en fatigue dedans parce que tout d'un coup les codes de calcul ils savent pas traiter quoi. Et en usinage quand on travaille de la dentelle comme ça, moi je sais pas finir les pièces. L'exemple de la page des vis de Naval Group, il y a une grosse problématique fatigue autour et donc il y a bon espoir que les gens vont regarder et puis ensuite ça fonctionne. Alors on a eu des cas où le procédé de fabrication additive permettait d'améliorer la tenue en fatigue des prouvettes par rapport au procédé conventionnel. Donc en fait, j'ai montré qu'il y avait des porosités, j'ai montré qu'il y avait des défauts dans les pièces, mais des fois, on a des améliorations de Keramika. Donc, On reste au niveau des éprouvettes actuellement. On ne voit pas ce qui se passe sur la pièce avec des formes un peu bizarres et des aberrations. Il n'y a pas beaucoup de pièces réelles qui sont en service. J'ai plombé l'audience. Revendez vos actions, achetez du pétrole. C'est l'avenir. Oui. En fait, tout à l'heure, vous avez montré une pièce volumineuse qui a été transformée par le logiciel, ça peut être Tosca, ça peut être autre chose, en lattice. Maintenant, la discontinuité matérielle prévoit généralement, quand il y a la discontinuité matérielle, il y a une concentration de contraintes. Tout à fait. Et ce problème-là, on le voit sur une analyse par élément fini, on le voit, mais je dirais le volume qui annulé, il n'annule pas, il minimise la contrainte. Là, on va être en face de plusieurs zones de contraintes maximales. Vous avez tout à fait raison. Là, on a la capacité de faire ces formes-là. Avant, on n'avait pas la capacité de faire ces formes-là, donc on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, on a la capacité de les faire physiquement. Maintenant, on ne sait pas quoi ça. Il nous reste à continuer à travailler pour les rendre utilisables mécaniquement. C'est comme si vous aviez des nouveaux feutres ou une nouvelle gouache, et puis maintenant, à vous de vous exprimer, quoi. Et l'essai, à mon sens, l'essai classique, ça se basait sur le volume. Ouais. Aujourd'hui, avec des lattices, comment il faut faire? Je sais pas. Je ne vais pas répondre à tout non plus. Hein. Moi, je suis fabricant, j'usine tout ce que je sais faire. 1000 WC sur PID. Oui, madame.
On a parlé de la surface pour la fatigue, c'est aussi un problème pour la corrosion et la réactivité avec l'environnement. Moi, je voudrais revenir sur justement, en lien avec une structure, notre capacité à aller trouver les défauts à l'intérieur d'objets plus complexes, c'est-à-dire vérifier leur intégrité initiale, que ça soit en CD. A-t-on la capacité sur des pièces complexes comme ça d'aller trouver des défauts qui seraient problématiques? Et là, je parle du cœur, je ne parle pas de la surface. Alors aujourd'hui, ce vers quoi les gens essaient de s'orienter, c'est de capter le défaut au moment de la construction. Alors, des caméras, ou des choses comme ça. Et alors, un traitement, alors je vais sortir un gros mot, un traitement big data. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je... Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'instrumenter le moyen de production pour analyser la couche au moment où on la fabrique. Et arrêter le process. Une pièce pseudo-industrielle, c'est plusieurs dizaines d'heures de fabrication. Et donc si, à la fin de la plusieurs dizaines d'heures de fabrication, vous jetez la pièce parce qu'elle est mauvaise, on fait de la céramique, on fait de la fabrication additive céramique. Donc on prend des polymères céramiques, ou des céramiques chargées polymères, qu'on va étaler par couche, comme ça. Donc vous obtenez ce qu'on appelle une céramique accrue. Alors je vous le raconte, c'est rigolo. Notamment Bulgari fait des bagues comme ça, pour ces messieurs, hein, c'est bientôt là, voilà. Voilà, des belles bagues. Et donc après, on va nettoyer les céramiques et on va cuire les céramiques. Et à la fin de la cuisson de la céramique, on mesure la bague, et la bague n'a pas la bonne cote parce qu'il y a un retrait. Et donc là, on a perdu 240 heures de production qu'on recommence. Voilà. Donc voilà l'idée un petit peu. Donc l'idée, c'est d'arrêter le process au plus tôt. Oui. Bonjour, est-ce qu'on peut retoucher les pièces? Est-ce qu'on peut avoir des choses hybrides à partir de pièces? Alors, les procédés de dépôt de fil et les procédés par projection de poudre, effectivement, sont envisagés dans la réparation. Alors, c'est marrant parce que dans le temps, on n'aimait pas, surtout pas réparer, on ne rechargeait pas les moules. C'était interdit de recharger les moules au fer à souder. Et là, aujourd'hui, on considère qu'on peut effectivement réparer les pièces comme ça et les réuser. Donc, effectivement, c'est une voie de développement qui est assez assurée. Mais on n'est plus du tout dans les nouvelles pièces, etc. Là, on recharge et on repart sur des technologies conventionnelles. Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, deux pièces isolées classiquement et faire des jonctions entre ces deux pièces-là pour faire une pièce plus complexe? Oui, tout à fait. Bon, on fera plutôt le contraire. On va commencer par joindre les brutes, fabriquer des brutes en production additive, les joindre ou les attacher à un brut classique. Et puis après, on va venir usiner. On a eu le cas, par exemple, vous avez un moyeu et des ailettes. Les ailettes s'usent, et avec le processus de dépôt de poudre, de projection de poudre, on va recharger les ailettes pour les réusiner. Oui. D'un point de vue normatif, parce qu'il y a beaucoup de travaux et qui démènent. Il y a eu une norme qui est arrivée assez rapidement pour définir les procédés. Après, aujourd'hui, on est sur les caractérisations matériaux, et là, j'ai pas d'infos. Oui. Il reste une minute sur le durable. Je vais vous montrer juste un truc. Parce que ça me tient vachement à cœur. Bon, alors, il y a un truc super important, mais on en parlera une autre fois. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une société qui fabrique des tôles d'aluminium pour l'aéronautique. Elle s'appelait Péchinet il y a très longtemps. Et puis, dans les années 2000, les industriels de l'aéronautique ont dit tiens, on va faire du composite parce que le rapport résistance mécanique, masse du composite est meilleur que l'aluminium. Pas beau l'aluminium. Donc on fait des pièces en composite. Alors les industriels de l'aluminium, ils disent ouais, mais nous on est peut-être moche, mais l'aluminium c'est infiniment recyclable. Vous prenez un morceau d'aluminium, vous le refondez, des copeaux d'aluminium, vous le refondez, vous réobtenez exactement le même aluminium. Et le rapport entre le coût de recyclage d'aluminium et le coût d'extraction de la bauxite et de la transformation en aluminium est infini, et donc vaut mieux recycler à mort. Donc, alors le composite, ça ne se recycle pas très bien, je dis ça comme ça. Et donc mon industriel d'aéronautique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de changer son aluminium, il va mettre du lithium dedans, il va créer un alliage d'aluminium qui a une meilleure résistance mécanique au rapport de la masse. Et donc il va créer ROR, donc c'est un alliage, et il fait des tôles d'aluminium. Sauf que les industriels, ils sont taquins, ils ne veulent pas acheter ces tôles, elles sont trop chères. Donc mon industriel, il va se dire, je vais vendre des pièces semi-finies. Alors quel est l'intérêt de vendre des pièces semi-finies? Comme ils vont au poids, ils vont moins cher, puisqu'il a enlevé tous les copeaux d'aluminium. Et puis il y a un deuxième avantage, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est pertinent, c'est que les copeaux d'aluminium, au lieu de les mettre à la benne, il va les recycler. Et donc mon industriel, mon fondeur, lui, ce qui va l'intéresser, c'est plus la pièce, c'est le copeau d'aluminium. Et donc il va créer un process
où il va, ici, accélérer le recyclage des copeaux d'aluminium, de manière à produire de l'aluminium. Et donc on partait d'une industrie où on avait un seul produit, la tôle d'aluminium, et puis on avait un déchet, le copeau, et là on va générer deux coproduits. Un premier produit qui est la tôle d'aluminium ébauchée, qui va vivre sa vie dans l'avion, et le deuxième coproduit qui a une valeur ajoutée aussi importante que la tôle, c'est le copeau d'aluminium. Et donc l'objectif de mon industriel, c'est d'accélérer ce cycle-là. Plus ce cycle-là est rapide, plus le copeau d'aluminium retourne au four, et plus il gagne d'argent. Et à la limite, il donne la tôle. C'est vrai en plus. C'est les Auvergnats, ils sont un petit peu. Alors, quel problème ça pose? Mon copeau d'aluminium, vous voyez, ça c'est mon copeau d'aluminium. Alors j'ai un étudiant, il s'appelle Vincent Lamère, maintenant il est à l'Uniparme, il s'est amusé à analyser les copeaux d'aluminium. Il a fait 6 mois dans l'hôpital psychiatrique après. Et donc, mon copeau d'aluminium, j'ai toujours calculé pour qu'il soit le plus productif possible, pour que ma tôle d'aluminium usinée soit plus rapidement possible usinée, que coûte moins cher. Et là, je vais créer une deuxième contrainte qui va être qu'il soit le mieux recyclable possible, donc le moins oxydé. Et donc qu'il ait un rapport surface, un peu comme moi, surface-poids le plus compact possible. Voilà. Et donc on arrive à un problème d'optimisation sous contrainte avec multicritères. Et donc ça a changé complètement notre perspective de réflexion. Deux remarques. Donc en termes méthodologiques, ça change notre perspective de réflexion parce qu'on est d'un côté, on était tiré vers la productivité, etc. Et tout d'un coup, on a un autre critère à satisfaire. Donc on va mettre en place des méthodes de prise de décision, etc., etc. Et puis, deuxième truc fondamental, c'est que l'industriel est obligé de faire du développement durable, entre guillemets, parce qu'économiquement, c'est fondamentalement important pour lui. Et donc, c'est la fin. Au revoir. Ne confondez pas impact écologique et développement durable. Le développement durable tient compte des aspects économiques. N'est durable qu'une amélioration écologique qui rapporte de l'argent. Voilà. Terminé. Merci beaucoup.